Chers téléspectateurs, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui une personnalité du monde parlementaire qui vient de la commune de Cocody, honorable Philibert Stéphane Coudougnon, c'est bien son nom, il est présent dans nos murs. Voilà, celui-là même qui a créé la surprise avec la députée Yasmina Ounien en remportant les législatives 2016 à Cocody. Il est donc dans nos murs dans le cadre de sa mission régalienne. Honorable, bonjour. Bonjour, M. Bossonou, bonjour. Alors, qui est honorable Philibert Stéphane Coudougnon? À l'état civil, je suis Philibert Stéphane Coudougnon, député de la commune de Cocody. De Cocody, où j'ai fait toute ma carrière professionnelle. J'ai été élu en décembre 2016 avec la députée Yasmina Ounien. Comment pouvez-vous présenter la commune de Cocody? La commune de Cocody a 132 km². Elle avoisine avec le recensement de 1998 600 000 habitants, mais aujourd'hui, on doit avoir le million. Et composé, certes, des gratte-ciels que nous voyons et des ensembles résidentiels, il y a 6 villages hybriés et 4 villages acquis qui sont disséminés dans la commune de Cocody. Et à côté de ces gratte-ciels, il y a quand même aussi des logements, comme on appelle précaires, qui sont là. Donc Cocody est un ensemble où on peut dire, comme disait le professeur Niangoura-Mboua, il y a les en haut des en haut, et puis il y a les en bas des en bas aussi. Votre slogan de campagne, c'est bien Ensemble pour Cocody. À quoi cela correspond? Ensemble pour Cocody parce que nous étions ensemble. Il y avait moi-même, il y avait la députée Yasmina Ounien qui est du PDCI. Mais nous sommes partis sur le vocable indépendant. Mais nous venons de partis politiques différents. Mais c'était un message qu'on voulait passer aux gens. Pour dire, ensemble, pour Cocody, on peut faire des grandes choses. Parce que nous avions en face de nous la ministre Afoussata Bamba, qui elle aussi venait pour Cocody. Et ensemble, pour Cocody a eu raison de la ministre. Sans lui dénier ce qu'elle a fait, hein, mais voilà pourquoi on a pris ensemble pour Cocody. Ce n'était pas péjoratif, mais on a voulu passer un message de cohésion. Et lorsque nous avons été élus, on a été très surpris, même encouragés, parce qu'à l'Assemblée nationale, en janvier 2017, le président Soro a fait un discours magistral où il a fait appel à la cohésion nationale, à la réconciliation nationale. Et ça, on a dit, on n'avait pas prêché en vain, que le langage que nous avons passé pendant la campagne était porté par le premier des députés à l'Assemblée nationale. Donc c'était, à notre sens, une bonne mission. Voilà. D'accord, justement, quelles sont les actions que vous avez posées dans ce sens afin qu'il y ait la cohésion sociale au sein de votre commune? Oui, nous rencontrons les populations à chaque occasion. Quand nous rencontrons les populations, nous disons il faut que la réconciliation se fasse. Mais vous savez, depuis que le président Soro a fait ce message-là, en 2018, il y a eu, à la faveur de la sortie des prisons de Mme Gbagbo, des prisonniers politiques qui étaient là, il y a une décrispation. Et on voudrait que les exécutifs aillent plus en avant pour que ces gens sortent. Mais nous, à notre niveau, dans les différents chaumières où nous arrivons, nous disons qu'il faut oublier ce qui s'est passé. C'est vrai, on pardonne, même si on ne veut pas oublier, mais on peut pardonner, et puis la vie continue. Donc il faut renforcer par le langage, par la sensibilisation, pour que la cohésion se fasse. Parce que si la cohésion n'est pas de mise, nous allons à volo et ce n'est pas au profit de quelqu'un. Nous sommes tous perdants dans cette mission. Donc nous, en tant que députés, on a l'obligation d'informer, de sensibiliser pour amener les gens à adhérer au message de la réconciliation. Okay, vous êtes deux députés au sein de cette commune. Concrètement, le travail, comment est-ce que cela s'est fait? Bon, le travail, il est diversement partagé entre nous parce qu'elle aime le social. Vous l'avez vu lorsqu'il y a eu les grandes pluies où on a même perdu un de nos amis qui est à l'Assemblée d'Elmas. Mais elle était sur le terrain. Nous, on est plus de l'autre côté pour la sensibilisation. On va aussi rencontrer les villageois parce que Cocody, ce n'est pas seulement les gratte-ciels. On va vers les villageois pour leur parler de, comment on appelle ça, l'environnement, la santé, et puis des choses primaires
que les gens n'ont pas Cocody. Parce que d'aucuns disent que Cocody, bon, tout est construit, tout est fait, on n'a plus rien à... Non, c'est pas vrai. Cocody, il y a des endroits où la paupérisation est de mise, où les gens ont besoin d'être confortés. Donc, ça, c'est notre rôle à nous aussi. Donc, la députée Yasmina, plus en vue, fait son job. Nous aussi, on fait le nôtre. Parce que vous avez vu nos bureaux, mais ça ne se désemplit pas. Chaque jour que Dieu fait, il y a toujours des cas sociaux qui nous sont proposés. Il faut qu'on les résolve rapidement. Sinon, le député n'a plus son rôle. Mais ce n'est pas tellement notre rôle de le faire. Mais nous le faisons parce que les populations ont besoin de nous. Les populations nous ont élus. Et quand elles ont des problèmes, il faut qu'on soit à leur côté. Alors donc, au point de vue social et de cohésion sociale, vous avez fait votre travail? Nous faisons notre travail. Parce que c'est au terme de notre mandat que les populations vont estimer si nous avons fait notre travail. Mais nous estimons que nous faisons notre travail. Pour la bonne et simple raison que chaque trimestre, on a décidé que nous rencontrions les populations pour leur dire le travail pour lequel on nous envoie à l'Assemblée nationale. Parce que le député a 3 fonctions essentielles. Légiférer, contrôler l'État si on peut, et puis rendre compte aux populations. Donc nous venons vers ces populations, on a déjà commencé, par trimestre, les lois que nous votons, il faut qu'on vienne leur expliquer ces lois. À quoi servent ces lois et quels sont l'impact sur ces populations. Donc c'est un peu notre rôle, donc on fait ce qu'on peut. Et je pense que pour le moment, nous le faisons assez bien. Parlons un peu des différentes campagnes. Point d'affiche sur les murs à Cocody, une exception quand même. Oui, Cocody est quand même un quartier résidentiel. C'est-à-dire, nous les Africains, on a un problème avec la loi. Les gens ne veulent pas respecter la loi. Mais pour une fois que la loi est appliquée, c'est une bonne chose. On ne doit pas mettre les affiches n'importe où. Il y a des chevaliers qu'on fait, il y a des endroits où on doit mettre les affiches, et ce sont des endroits indiqués pour faire cette compétition. Mais il y a toujours des petits malins qui, vous allez voir dans les villages, un peu partout, ils vont mettre à l'arrière d'une maison des affiches. Ça, c'est pas normal. Mais il faut qu'on applique la loi. La loi dit, on ne met pas les affiches sur les murs des maisons. C'est pas la peine d'aller mettre les affiches là-bas. Donc, Cocody donne l'exemple. C'est quand même le quartier résidentiel. Donne l'exemple. Changeons de cap en parlant d'actualité. Je vous suis. Alors, quelle est votre analyse sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire après les municipales 2018? J'ai un sentiment de tristesse. D'abord, je voulais rendre hommage, pas hommage, mais je voudrais m'incliner devant les dépouilles des personnes décédées pendant ces élections, qui sont des élections dites locales. Il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire que ce sont des élections qui arrivent comme ça, qu'on doit élire des gens. Et malheureusement, il faut qu'on réforme la CEI. La CEI doit être réformée parce que les politiques ont trop d'emprise sur la CEI et aujourd'hui, personne ne veut donner la place à l'autre. Et ça crée des risques inutiles. Aujourd'hui, à Bassam, c'est tension. À Beauville, la tension. On remonte encore plus loin, c'est la tension. À Cocody, et il a fallu avoir un peu de tension, mais comme nous sommes ce que nous sommes, on a reconnu sportivement qu'on a été battu. Bon, on avance. Oui, bon, j'ai été au municipal, j'ai été battu. J'ai juste allé féliciter celui qui a gagné. Bon, en 2020, ça sera peut-être différent. En 2023, ça sera différent. C'est un jeu. Il faut que les gens intériorisent cela pour comprendre que le jeu politique, c'est vrai qu'il y a des enjeux, c'est vrai, mais quand c'est pour la députation, c'est pour les présidentielles, la gestion du pouvoir est toujours comme ça. Mais lorsqu'il s'agit des élections locales, je ne crois pas, il ne doit pas y avoir des morts. Trop de morts, il y a trop de sang qui coule dans notre pays. Et moi, je condamne cela. Je suis triste et je condamne cela. Ok, si on vous demandait de donner une recette miraculeuse, entre guillemets, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Non, pour la réforme de la CEI, par exemple, je dirais qu'on donne ça à la société civile. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec les partis politiques, qui sont neutres, il faut qu'on leur donne ça. Si on veut mettre 1 ou 2 religieux pour la morale, il faut qu'on y mette ça. Ce n'est pas la recette infaillible, mais au moins on est rassuré qu'à l'intérieur, il n'y aurait pas de magouille. Ça, c'est d'un. Personne n'a la recette, personne n'a la recette, mais faisons appel quand même à l'éthique. Nous sommes tous des enfants de Dieu et mettons Dieu au centre de ce que nous voulons faire. Que ce soit musulmans, chrétiens, protestants, tout ça, il faut qu'on mette Dieu au centre. Si on a la crainte de Dieu, ben on fera des choses très bien.
Mais si on n'a pas la crainte de Dieu, ce n'est pas bien. Et c'est pour ça que je dis toujours à mes amis que la politique, c'est comme les Jeux Olympiques. C'est une affaire entre les professionnels. Les amateurs sont exclus. Malheureusement, il y a trop d'amateurs. Dès que vous êtes cadre dans votre secteur au village, on dit faites la politique. Alors que le gars, il n'a aucune notion de ce que c'est l'éthique politique. Et ça entraîne toujours ces conflits-là. Parce qu'on m'a battu, alors je ne suis pas d'accord. Le gars, il a triché, il faut faire des palabres. Non. C'est ça qu'il faut. La formation, la sensibilisation, et puis choisir des gens, surtout dans la société civile, qui vont, eux, mener à bien ce que nous vivons aujourd'hui. Les politiques restent en arrière-plan. Il faut que les politiques restent en arrière-plan. Et on verra bien que vous allez voir que ça va marcher. On espère que votre appel sera entendu. Je l'espère aussi. Un autre constat des élus indépendants qui virent vers des partis politiques, votre point de vue là-dessus aussi? Et là, je suis encore très triste. Parce que nous ne sommes pas en tant qu'indépendants, mais on vient des partis politiques. Nous sommes restés indépendants peut-être jusqu'à la fin de notre mandat. Même si on va aujourd'hui vers un parti politique, ce n'est pas grave. Mais on sait d'où on vient. Mais lorsque vous allez vers des populations et vous leur dites « Je suis indépendant parce que mon parti d'origine m'a refusé », et vous êtes élu, et 48 heures après, vous venez déposer vos bagages dans votre parti, bon, nous sommes floués. Et aujourd'hui, je vais vous dire que c'est le requiem comment on appelle des indépendants. Les gens ne feront plus confiance aux indépendants. Parce qu'ils nous diront, oui, une fois élu, vous allez aller déposer vos bagages dans les partis politiques. Et ça va fausser le jeu électoral. Parce que lorsqu'il y a des indépendants, c'est une bonne chose. Il y a des partis politiques, c'est une bonne chose. Et les indépendants ont amené les partis politiques à être plus, comment je peux dire ça, plus humains. Parce qu'on ne m'a pas choisi, mais les indépendants vont vous gagner. Donc, ils sont en train de regarder ce que les indépendants font. Mais aujourd'hui, ils le savent. S'ils sont élus, ils viendront nous déposer leur adhésion. Donc, ils ne font pas d'efforts. Moi, ça m'attriste énormément. Vous êtes du groupe parlementaire Vox Populi. Alors, comment est-ce qu'il se comporte aujourd'hui au sein de l'hémicycle? Bon, nous sommes considérés à tort, je me sens guillemets, comme un groupe d'opposition. Parce que nous avons estimé, mais on a beaucoup d'amis ailleurs, nous avons beaucoup d'amis dans les autres groupes parlementaires, nous discutons ensemble. Mais nous disons qu'il faut défendre les populations qui vous ont amené à l'Assemblée nationale. On ne va pas à l'Assemblée nationale pour être un député médiocre, non. On va à l'Assemblée pour légiférer et puis pour contrôler. On sait que nous sommes minoritaires. Bon, au moins, on aura dit quelque chose et puis il faut qu'on en tienne compte. Je vous donne un exemple. La loi sur la presse. Nous étions minoritaires, mais on a combattu et la loi sur la presse est passée. Aujourd'hui, on ne mettra pas les journalistes en prison à cause de leurs opinions. Et ça, on a eu gain de cause. Sur les pensions, par exemple, on était minoritaires, mais tout le monde était d'accord. On a fait le combat et la loi est passée. Donc, je dis, là-bas, on pense aux populations. Tous les députés de Vox Populi, nous sommes 9. Il y a 8 plus 1, ça fait 9. Notre credo, c'est de faire en sorte que les populations méritent les personnes qu'elles ont envoyées là-bas. Mais malheureusement, et ça, il faut qu'on vous le dise, lorsqu'il y a des questions orales à débat, il y a certains ministres qui ne veulent pas venir. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour le ministre de l'Éducation nationale. Il faut qu'on parle de la formation de nos enfants. Ça fait 4 fois qu'on l'invite, ça fait 4 fois qu'elle ne vient pas. Bon. Le dire ne veut pas dire qu'on est contre elle, mais il faut qu'elle vienne, il faut qu'il y ait le débat. Tous les autres députés vont lui poser des questions et elle va répondre. Et puis après, bon, si on a un modus, on se met là-dessus et puis on avance. Mais quand vous ne venez pas, je crois que c'est un manque de respect vis-à-vis des députés, puisque elle-même est députée. Ok, nous sommes au terme de cet entretien. Honorable, quel appel pouvez-vous lancer dans le sens de la paix en Côte d'Ivoire, une paix véritable, après tout ce que nous avons connu lors des municipales 2018? D'accord. Je voulais d'abord saluer votre initiative. Il est très bien que vous alliez vers les députés qui sont les élus de la nation pour que ces députés s'expriment, quel que soit leur bord, s'expriment. Le message que je voulais lancer, c'est qu'il faudrait qu'on fasse très attention. Notre pays est encore très fragile. Nous avons une 50aine d'âge, mais c'est très fragile. Et c'est vrai que la démocratie, c'est la loi du nombre, mais on doit tenir compte de la minorité. On gouverne en tenant compte de la minorité. On ne gouverne pas en bandant les muscles. On doit toujours tenir compte de l'autre, parce que c'est ensemble. Nous sommes tous les mêmes fils de ce pays. Nous sommes allés aux mêmes écoles, on a les mêmes habitudes, nous vivons ensemble. On doit tenir compte des autres.
pour ne pas que ce pays tombe, ce qu'on appelle, on voit dans les autres pays, dans la dérive, et qu'il y ait encore des tensions, des morts à profusion. Nous ne voulons plus de ça. Il faut que les gens apprennent, on doit s'asseoir et puis trouver une plateforme pour dire, ça on l'a fait déjà par le passé, ça ne nous a pas porté bonheur. Réfléchissons et puis ensemble trouvons une solution. Parce que personne n'a la science infuse, hein? Personne. Même nous les élus, on peut faire une approche positive, mais il y a des gens qui ne sont pas des élus, mais qui ont aussi des idées. On doit appeler tout le monde autour d'une plateforme, échanger, c'est notre pays qui va gagner. Et moins il y a de morts, et mieux le pays va se porter. Je voudrais vous remercier de m'avoir accordé ce temps pour exprimer un peu ce que j'ai à l'intérieur. Je voudrais que mon pays aille de l'avant. À vous le remerciement honorable. On retient une chose, on doit gouverner en tenant compte de la minorité. C'est sur cette note, mesdames et messieurs, que nous allons mettre fin à cette émission dans l'espoir de vous retrouver dans nos prochaines éditions.